Les autres, les responsables qui venaient voir mon père parce que comme il était électricien pour discuter avec lui pour les travaux, alors les notables on les recevait dans la salle à manger. Et ça, étant gosse, ça me choquait déjà à cette époque. C'est votre première révolte? Ma première révolte, c'est quand j'ai vu une femme, c'était à Douéra, une femme de colon qui employait une gosse de 8 ans et demi pour laver son linge. Et elle lui avait expliqué qu'il fallait le mettre au savon et puis après le frotter. Et la gosse a mis le linge dans l'eau sans le frotter. Elle a pris une trique, elle l'a fouetté, mais fouetté énormément. Et ça me bouleversait. On était une poignée d'Européens et il y avait la plupart des écoliers étaient des musulmans. Donc dans les cours de récréation, on était très liés. Ce qu'il y avait, c'est que les petites filles musulmanes à 12 ans, elles étaient mariées. Elles disparaissaient, quoi. Elles étaient prises dans leur contexte familial. Mais bon, j'ai quitté le Borj Ridge à l'âge de 10 ans. La question ne s'est pas trop posée. Bien sûr, on avait des amis, bien sûr. Mais vous alliez les uns chez les autres? On allait rarement chez eux, hein. On allait rarement chez eux, sauf là où on se rendait assez souvent, juste en face de l'école, il y avait un terrain vague où s'installaient les nomades. Et les nomades, quand ils arrivaient, ils invitaient les notables du village, dont ma mère. Donc on allait chez eux et il fallait manger, je me souviens, il fallait manger des couscous effroyables parce qu'il y en avait beaucoup trop, il fallait jamais dire non. Donc c'était un souvenir pénible pour moi. Mais on n'allait pas, non, on n'allait pas chez les musulmans et on n'invitait pas, et ça c'est après que je m'en suis rendu compte, on n'invitait pas non plus les musulmans chez nous. On vivait côte à côte, les enfants jouaient ensemble dans la cour de récréation, mais j'avais d'excellents rapports avec Yasmina, qui était la femme de ménage, qui était comme pour moi, elle faisait partie de la famille. Mais c'est vrai qu'on n'allait pas les uns chez les autres, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez chez votre voisine? On était quand même élevés dans une certaine peur. On avait peur des Arabes. Peut-être parce qu'ils étaient très nombreux d'abord, et puis aussi parce qu'il y avait sans doute ce souvenir des massacres qui avaient eu lieu deux ans auparavant. Il y avait une crainte, il n'y avait pas... On ne peut pas dire que les relations aient été complètement idéales, c'est certain. Il y avait une crainte, mais on peut appeler la crainte, est-ce qu'on peut appeler ça du racisme? Non, je ne crois pas. J'avais le sentiment que beaucoup de gens, y compris des Algériens, étaient comme nous, les Corses, accrochés à un mythe très fondateur finalement d'une France superbe, libre, la France des droits de l'homme. Enfin, je suis de la génération de ceux qui ont appris avec leurs amis algériens que nos ancêtres étaient gaulois. Et ces mythes fondateurs, Vercingétorix, Clovis, enfin, étaient un peu des héros de western qui nous étaient communs. Et la France, pour nous, était quelque chose de très lointain, de superbe, quoi, de mythique. Vraiment, c'était là où se trouvait le centre de l'esprit. Elle était loin. Mais elle était loin. C'est toujours le problème de ceux qui sont loin. Et pour beaucoup de Français d'Algérie, qui étaient en fait des Européens venus de tout le Mare Nostrum, la France est d'autant plus superbe et loin qu'ils n'y étaient jamais allés de leur vie. Et à contrario, est-ce que les Algériens avaient le sentiment de l'identité algérienne? C'est-à-dire que les Algériens que j'ai pu rencontrer quand j'étais lycéen étaient des gens qui étaient, par exemple, puisque mon père était enseignement, des enseignants. J'avais en particulier un professeur de sciences naturelles qui avait été français pour être capitaine à Cassino et qui, lors des lections je crois que c'était à l'époque du MTLD, enfin ma mémoire un petit peu se brouille, avait fait beaucoup de voix, hein, acceptant d'ailleurs la notion des deux collèges. Tellement de voix que les colons l'avaient défenestré. Et ce monsieur, dont je me souviens si bien, nous étions allés à son chevet, m'avait dit que la France n'était pas ces gens-là, que c'était des gens comme mon père et moi, quoi, qui véhiculions Corneille, Racine, Hugo. Et Hugo revenait très souvent dans le langage des Algériens, donc qui voyaient la France comme nous, comme les Corses comme moi la voyaient. C'est-à-dire cette France des droits de l'homme, généreuse et grandiose.
y a certains Français d'Algérie qui ont pris la mesure de ce phénomène, mais il est vrai que la masse des Français d'Algérie n'a jamais brillé, et j'en suis, et je le dis modestement, puisque je suis directement concerné, n'a jamais brillé pour avoir une grande conscience politique. Les Français d'Algérie, c'est un peuple jeune qui s'installe en Algérie, venant de toutes les rives de la Méditerranée et de la métropole française, et qui va créer un nouveau pays, souvent dans des conditions d'ailleurs très difficiles de l'époque dite de colonisation. C'est un peuple jeune, c'est un peu comme les Américains. Les Américains n'ont jamais brillé non plus par leur conscience politique, on l'a vu à différents égards. Et les Français d'Algérie ont un certain nombre de leaders qui détiennent un peu tous les pouvoirs politiques, économiques, d'information, ayant en main les masses médias d'Algérie, les organisations professionnelles et la représentation politique au sein des assemblées élues, notamment l'Assemblée algérienne, à partir de l'application du statut de 47. Bon, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de la part de ces leaders, d'initiatives, d'engagement politique prenant en compte le fait nationaliste. L'Algérie française était enracinée durablement dans l'inconscient collectif des Français d'Algérie. On était français, on était dans des départements français, l'Algérie c'était la France. Et on résumait ça en quelques phrases. Et on ne s'apercevait pas qu'il se levait à nos côtés, dans nos douars, dans nos banlieues de ville, une masse musulmane de plus en plus importante, avec une jeunesse qui a aspiré, en fonction de l'évolution du monde, et on l'a vu ensuite avec la conférence de Bagdad en 1955 et toutes les réunions internationales, qui aspiraient à plus de liberté, plus de spécificité, peut-être pas autant d'indépendance que vous... C'est à voir. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Le 1er novembre 1954 commence une guerre de 7 ans, mais une guerre qui ne voudra jamais dire son nom. Elle prendra les appellations rassurantes d'événements, d'opérations de maintien de l'ordre ou de pacification. Nommer la guerre, ce serait admettre une existence séparée de l'Algérie, de la nation française, considérée comme une et indivisible. C'est dans l'Est, le Constantinois et les Aurès, que le FLN est le mieux structuré, que les accrochages seront les plus durs, les plus fréquents, dès 1954. C'est un dimanche, ça s'est passé, ça. Et il y avait eu une attaque la veille, le samedi soir, à peut-être 5 km au col de Gounod, qu'on appelait. C'était un col de Gounod. Donc c'était les gendarmes de ma mère, c'est qui étaient, quoi. Puis, et alors, donc nous, on a eu quartier consigné ce dimanche-là. Donc tout était prêt, les fusils, les faisceaux, et qu'est-ce qu'on avait, et puis les chars. Alors, donc il y a eu l'attaque, puis c'est autour de la caserne. Il était, je ne sais pas combien, enfin bref. Alors là, le commandant à ce moment-là, a ouvert les portes et a donné l'ordre de tirer. Et c'est qu'il a tiré dans le quartier arabe, qui était juste en face. On a eu quelques blessés, nous, mais de l'autre côté, il y a eu des macabées, hein. Croyez-moi. Beaucoup? Ouais, je ne veux pas vous dire des centaines et des centaines, mais il y en a eu des centaines et des centaines, c'est sûr. Faut le sûr. Parce que, après ça, on a fait la razzia dans le quartier arabe, et on a tout chargé ça dans les camions, et on a tout amené ça dans la caserne. Mais il y en avait un temps. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Quand j'ai reçu ma feuille de route, je m'en souviens, j'ai eu comme l'estomac qui se vidait. J'étais au garage en train de donner un coup de main à mon père, qui était garagiste. J'ai eu comme le vide dans mon estomac, une boule à la gorge. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, on en parlait un petit peu, nous ne sommes pas des gens qui pleurent sur les quais de gare. Et il fallait y aller. J'y suis allé. Est-ce que j'aurais dû être objecteur de conscience? J'en ai connu un ou deux. Objecteur de conscience,